Imaginez un instant que le barrage d'un castor, la toile d'une araignée ou même le comportement d'un animal ne soit en fait que l'expression physique des gènes d'un autre être vivant. C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Une idée de Richard Dawkins qui change complètement notre façon de voir l'évolution. Attention, il ne s'agit pas de nouveaux faits, mais d'une manière entièrement nouvelle de regarder le monde. Il y a cette histoire fascinante, celle de l'anthropologue Colin Turnbull, qui emmène son ami pygmée, Kenji, hors de la forêt pour la toute première fois. En regardant la plaine, Kenji aperçoit des buffles au loin et demande « Quels sont ces insectes ?» Logique, dans l'épaisseur de la jungle, sa vision n'avait jamais eu besoin de s'ajuster à de telles distances. Il percevait littéralement le monde différemment. Gardez bien cette idée en tête parce qu'on s'apprête à faire exactement le même type d'ajustement, mais en biologie. Ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas une nouvelle théorie scientifique, c'est une nouvelle perspective. C'est un peu comme regarder un cube de Necker. Vous savez, ce dessin de cube en fil de fer. Le cube lui-même ne change pas. Mais d'un coup, notre cerveau peut l'interpréter d'une manière complètement différente. Eh bien, on va faire pareil, on va passer de la vue classique de l'organisme égoïste à une vue bien plus vaste, celle du phénotype étendu. Et Dawkins lui-même le dit très clairement. Le but, ce n'est pas de prouver un nouveau fait. C'est plutôt de nous prêter une nouvelle paire de lunettes. Et avec ces lunettes, le monde biologique qu'on croyait connaître, eh bien, il prend une toute autre dimension. Alors, pour vraiment saisir la force de ce changement de perspective, commençons par le début. Revenons à la vision conventionnelle, celle qu'on a tous apprise. L'idée classique, elle est super simple et intuitive. Les gènes sont à l'intérieur d'un corps et ils s'expriment à travers lui. Ils vont dicter des traits physiques, comme la couleur des yeux, et aussi des comportements, comme l'instinct de construire un nid. Dans ce modèle, tout se passe, disons, à l'intérieur des murs de l'organisme. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si ces murs, en fait, n'étaient pas si étanches que ça? Voilà la question qui va tout faire basculer. Est-ce que l'influence d'un gène s'arrête vraiment à la frontière physique du corps, que ce soit la peau, les plumes ou l'écorce? Ou est-ce que sa portée pourrait s'éteindre bien au-delà? Et la réponse de Dawkins, c'est ce concept, le phénotype étendu. L'idée, c'est que les effets d'un gène se propagent dans le monde, bien au-delà des limites du corps qu'il abrite. Notre vision habituelle du phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des traits d'un organisme, ne serait en fait qu'un cas particulier, une toute petite partie de l'histoire. L'exemple parfait, c'est le barrage du castor. D'accord? Le barrage ne fait pas partie de son corps. Et pourtant, il est le résultat direct d'un comportement qui, lui, est codé par ses gènes. Le barrage est une adaptation, c'est un outil de survie exactement au même titre que ses dents superpuissantes. C'est une expression de ses gènes, mais étendue dans le monde extérieur. Allez, on pousse le concept encore plus loin. Accrochez-vous bien, parce que c'est là que l'idée devient carrément vertigineuse. Un gène peut exprimer son phénotype à travers le corps d'un tout autre organisme. On parle ici d'une véritable action à distance. Prenez le coucou. Ces gènes ne modifient pas son propre corps, non, ils manipulent le comportement de son parent adoptif pour qu'il le nourrisse sans arrêt. Ou encore les gènes d'un parasite qui forcent leur hôte, l'escargot, à construire une coquille plus épaisse, pour le bénéfice du parasite. Et le plus dingue, les gènes du virus de la rage, qui reprogramment le cerveau d'un chien, le transformant en machine à mordre pour se propager. À chaque fois, les gènes d'un être étendent leur influence pour contrôler le corps et le comportement d'un autre. Mais on peut se demander pourquoi l'hôte se laisse-t-il manipuler? Eh bien, le principe de la vie contre le dîner l'explique très bien. Pour le lapin qui est poursuivi, cette course est une question de vie ou de mort. Pour le renard, s'il rate, il rate juste un repas. La pression de sélection sur le lapin est donc infiniment plus forte. C'est pareil dans la course aux armements entre parasites et hôtes. Celui qui a le plus à perdre est souvent le plus facile à manipuler. Ok, donc si on a un peu démonté l'organisme pour dire que c'est juste un véhicule pour les gènes, alors une question se pose, pourquoi les organismes sont-ils des entités si cohérentes, si bien finies? La réponse, en fait, elle est assez simple. La coopération forcée. Tous les gènes à l'intérieur d'un même corps partagent exactement le même destin. Pour passer à la génération suivante, ils doivent tous prendre le même et unique bateau de sauvetage, le gamète, c'est-à-dire l'ovule ou le spermatozoïde. Ce destin commun les oblige en quelque sorte à collaborer pour construire le meilleur véhicule possible. Et tout ça, ça nous amène au théorème central du phénotype étendu. L'idée qui résume tout. Le comportement d'un animal ne sert pas d'abord à l'animal lui-même, non. Il sert à maximiser la survie des gènes responsables de ce comportement, peu importe que ces gènes se trouvent dans son propre corps ou dans celui d'un autre. La conclusion est donc assez radicale. Quand on observe un comportement dans la nature, il ne faut pas automatiquement supposer qu'il est bon pour l'individu qui l'exécute. Ça pourrait très bien être une adaptation parfaite pour les gènes d'un manipulateur, parfois même au détriment total de l'organisme manipulé. Et c'est ça, toute la puissance de cette perspective. Une fois qu'on a chaussé ses lunettes, on commence à voir des phénotypes étendus absolument partout. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quelle partie de notre monde, de notre environnement, et, qui sait,
peut-être même de nos cultures, sont en réalité l'expression des gènes de quelqu'un d'autre.